Un an après son élection, le président du Brésil, Jair Bolsonaro, fait face à de nombreuses critiques. Sur fond de crise économique, le politicien d'extrême droite déçoit même dans les rangs de ses électeurs. Où s'en va le Brésil? Nous en discuterons avec Rafael Gonçalves en direct de Rio de Janeiro, mais avant, un tour de la question. Quand Jair Bolsonaro avait été élu en 2018, il promettait de sauver le pays en éradiquant la corruption et la violence. Mais les problèmes sont toujours là et le pays doit faire face à d'immenses défis, un fort taux de chômage, la déforestation, mais aussi de graves incendies en Amazonie. Le président avait répondu aux critiques de ses homologues étrangers sur la gestion de la forêt amazonienne lors de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre 2019. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e equívoco, como attestam os cientistas, afirmar que a Amazônia, a nossa floresta, é o pulmão do mundo. Pris entre le développement de l'industrie et le combat des militants écologistes, le Brésil de Bolsonaro est le pays où les environnementalistes sont le plus souvent menacés ou attaqués. Le président est mis en cause par le célèbre chef Raoni. D'autres critiques viennent de la communauté LGBT, lésée par le discours de Bolsonaro. Le politicien avait remporté l'élection grâce à sa proximité avec les leaders religieux évangélistes. Pendant sa campagne, il mettait l'emphase sur la primauté des valeurs chrétiennes. Alors, pour parler du Brésil et de Jair Bolsonaro, nous avons avec nous en direct du Brésil, Rafael Gonçalves, qui est maître de conférence à l'Université catholique de Rio de Janeiro. Bonjour, Monsieur Gonçalves. Bienvenue à Arrêt sur le monde, même de l'autre continent. Oui, très bien, merci. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être ici. Alors, il y a un peu plus d'un an, Bolsonaro était élu à la surprise de beaucoup. Quand on voit son bilan par rapport à ce qu'il avait promis un an plus tard, où en est-il? Écoute, c'est très complexe. Tout d'abord, de saisir cette situation et comment on est arrivé là. Je crois que les points qu'il a promis au moins pendant la campagne, en ce qui concerne la question plutôt morale, et la question de l'accès à l'arme, par exemple, tout ça, je crois que dans ces domaines, il y a eu une certaine limite par rapport à la pression du Parlement. Par contre, tout son discours et toutes ses propositions plutôt libérales dans les domaines de l'économie, là, je crois qu'il a eu quelques résultats à peu près proches de ce qu'il a proposé au début, notamment la réforme de la retraite qui vient d'être passée, qui vient d'être promulguée aujourd'hui. Alors effectivement, c'était un grand atout pour lui, ce qu'il a voulu faire. Il y a plusieurs d'autres domaines qu'on pourrait citer, mais c'est clair que s'il n'a pas vraiment proposé de choses, il n'a pas vraiment une politique assez claire, il n'a pas de nouveaux projets, mais je crois qu'il a un contrôle quand même de la machine administrative. Alors par ces contrôles-là, il peut quand même pas, je ne veux pas dire de proposer, mais quand même d'imposer ses positions et ses idées. Alors, par exemple, dans les domaines environnementaux, c'est clair que la non-efficacité et les manques de présence, de fiscalisation et de contrôle de la part du gouvernement, c'est aussi une façon de travailler aussi, c'est une façon de faire de la politique. Je crois qu'il y a un très fort contrôle aussi en ce qui concerne les domaines de l'éducation. Alors, dans des mesures assez claires, lié à un contrôle sur les domaines idéologiques de proposition des chercheurs. Il y a un très fort contrôle aussi d'une idée d'enlever l'idéologie d'une certaine façon du débat académique. Alors là, effectivement, on sent un très fort contrôle et qui passe d'ailleurs aussi par le manque de l'argent pour les bourses, pour les allocations, pour les recherches. Bon, bref, alors c'est clair que dans plusieurs domaines, il y a quand même une certaine pression, une imposition de sa politique. Mais j'ai l'impression, si on fait un bilan depuis 11 mois, je crois que c'est un peu catastrophique. Il n'a pas vraiment une démarche assez claire. Dans les domaines politiques, je crois qu'il est de plus en plus restreint son groupe de pouvoir et son groupe de soutien.
C'est clair que bon, il faut tout à fait saisir l'impact qu'il y aura dans les semaines prochaines, par exemple la libération de Lula, parce que maintenant, probablement il y aura une opposition, parce que depuis 11 mois, il n'avait pas vraiment un nom d'opposition assez clair. Et là, il faut voir notamment comment Lula va se porter devant la liberté actuellement, parce que d'une certaine façon, je crois, le fait de n'avoir pas une opposition pour Bolsonaro, je crois qu'il avait des conflits au sein de son propre groupe. C'est ça, mais justement, la libération de Lula, la gauche au Brésil pensait que Lula avait été mis en prison pour que Bolsonaro soit élu, parce que donc Lula, qui était le candidat le plus populaire, avait été mis de côté. Est-ce que sa sortie de prison récente pourrait nous indiquer même que Bolsonaro ne pourra pas finir son premier mandat? Oui, c'est difficile. Je crois que, par exemple, il faut aussi saisir le Brésil actuellement dans les contextes du continent. C'est vrai que jusqu'à dimanche, je dirais qu'il y avait une certaine tournure à gauche en ce qui concerne les manifestations de l'Équateur, au Chili, même les élections en Argentine. Et c'est clair qu'il était de plus en plus isolé au sein du continent Bolsonaro. Ce qui vient de se passer à Bolivie, il faut attendre maintenant, et notamment parce qu'on n'est pas très sûr encore ce qui se passait, mais on entend des rumeurs qu'il y a eu quand même un certain soutien, notamment de la part du Brésil. Bon. Et il faut saisir ce qui va se passer. C'est clair que la libération de Lula, il y a un nouveau acteur qui, bon, pour les biens, pour les mal, Lula, il est un génie politique et qui connaît très bien comment faire l'art du consensus, tout ça. Et là, il faut vraiment attendre la stratégie de Lula, à mon avis, parce que si Lula, il joue effectivement un discours très radical, c'est par là qu'on a construit cette polarisation de Lula, anti-Lula, Bolsonaro, bref. Et il faut absolument, à mon avis, essayer d'avoir quand même la possibilité de rassembler un groupe démocratique plus large, de façon qu'on puisse quand même construire une opposition plus solide. Quand on regarde la base de Bolsonaro, ceux qui l'ont élu, on parle souvent des 3 B, hein, le bœuf pour l'industrie agricole, la Bible pour les évangélistes et la balle pour tout ce qui est les forces de l'ordre. On a vu aussi que sa popularité a chuté. Lequel des 3 B il est en train de perdre et pourquoi? Écoutez, je crois qu'il a chuté dans plusieurs domaines. Dans les contextes de l'armée, c'est assez difficile pour nous de saisir ce qui se passe vraiment au sein de bataillons. Vraiment, c'est presque une politique à part. Mais il y a eu vraiment plusieurs généraux, parce que c'est un gouvernement qui a énormément de généraux dans son gouvernement. Il y a eu plusieurs qui ont quitté, qui ont été démissionnés, qui ont demandé de quitter le gouvernement. Et on a l'impression quand même qu'au sein de l'armée, ses positions, parfois ses radicalités, et même parfois son discours de revenir en arrière sur la dictature, je ne suis pas très sûr que pour l'armée actuelle, cela, ça le rend très heureux. C'est clair que les discours anti-gauche, anti-PT, anti-Lula, c'est aussi très fort. Alors, à mon avis, la sortie de Lula, Bolsonaro peut aussi, paradoxalement, rassembler de nouveau un groupe assez vaste qui a voté pour Bolsonaro contre Lula, et contre la gauche. Il est possible. À mon avis, c'était un groupe qui était en train de désolidariser de Bolsonaro, notamment par rapport à ses propositions, à son discours un peu chaotique, à ses échecs dans les domaines du gouvernement et notamment dans les domaines même économiques. Alors, à mon avis, ça, c'est une possibilité qui peut jouer là-dedans. Pour les autres groupes, je crois que, je finis là, je crois qu'on va voir notamment ce qui concerne un peu la classe moyenne brésilienne, notamment cette classe moyenne qui a voté Bolsonaro, mais qui ne sont pas vraiment, je dirais d'une certaine façon qu'il y a un tiers. Il y a peut-être 20-30% qui sont toujours très fidèles à Bolsonaro. Il y a au moins 30% au plus qui sont vraiment à gauche. Il y a les troisième tiers de ça qui peut bouger. Et à mon avis, pour l'instant, il commence à quitter un peu le bateau de Bolsonaro, mais on ne sait pas ce qui peut devenir
dans les mois, dans les semaines et les mois à venir. À mon avis aussi, l'aspect économique peut jouer là-dedans parce que le pays il est toujours en crise. C'est vrai qu'on commence à sentir qu'on s'en sort, mais la crise, ça continue, le chômage, il est très important toujours. Bon, bref, alors s'il n'a pas vraiment un résultat assez important dans ces domaines-là, ça sera assez compliqué. Mais ce que c'est très paradoxal au Brésil, c'est que par exemple, le groupe du bœuf, et il a été quand même, il intégrait quand même, il y avait un certain dialogue avec le PT au gouvernement. Le PT, c'est clair que dans les domaines environnementaux, il était plus strict par rapport aux domaines des incendies dans l'Amazonie, tout ça, mais il n'était pas hors du gouvernement, il faisait partie quand même, il y avait une tension, mais il était là-dedans. Et même dans les domaines évangéliques, certaines églises évangéliques, elles étaient très proches du PT aussi pendant le gouvernement. Alors là, on peut saisir et comprendre ces basculements qu'il a eu lieu il y a 2-3 ans. Et donc, le basculement pourrait peut-être se faire de l'autre côté aussi. L'image internationale du Brésil, on a vu le fameux discours de Bolsonaro aux Nations Unies qui a été grandement critiqué au Brésil. On a vu aussi sa gestion de la crise en Amazonie. On en est où dans l'image du Brésil à l'étranger et est-ce que ça dérange les Brésiliens? Est-ce que les gens s'inquiètent de ça? Mais normalement, j'ai l'habitude de dire qu'il y a une partie de la population que parfois j'ai l'impression qu'il est en transe. Il est un peu complètement pris dans ses discours. Et parfois aussi presque de la guerre froide. On entend des choses que le communisme va prendre le pays, que c'est vraiment extrêmement bizarre de saisir, de comprendre ça. Alors je crois qu'il y a vraiment un effort de marketing assez important dans les domaines des réseaux sociaux. Mais effectivement, je crois que ces discours, ils ont eu un impact assez important et assez négatif. C'est clair que dans ces domaines, dans ces groupes, 20-30% qui sont quand même très proches du gouvernement, ils ont réussi quand même toujours à trouver des points positifs dans tous ces discours-là. Mais à mon avis, l'aspect de l'Amazonie a eu un rôle très important. J'entends énormément du monde qui commence, même qui ont voté à Bolsonaro, qui commence à les critiquer en disant, bon, par exemple, il ne faut pas qu'il parle trop, il faut qu'il travaille. Bon, dans tous les domaines qui se passent au sein de sa propre famille, bon, sont ces enfants qui font presque partie du gouvernement et qui parlent de choses à droite, à gauche. Bon, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Alors, on sent qu'il y a une certaine critique. On sait que dans les domaines, par exemple, du grand média, parce que les grands médias brésiliens, c'est très complexe, et l'aspect un peu d'économie parfois dans la façon qu'ils abordent les thèmes, mais je sens qu'il y a quand même des groupes assez importants qui commencent à circuler et à formuler des critiques assez fortes. Par exemple, les deux groupes plus importants, Globo et la Folha de São Paulo, les deux groupes ils sont presque en guerre ouverte à Bolsonaro, qui parle ouvertement même de ne plus leur donner la concession dans 2-3 ans d'accès aux médias. Bon, bref, il y a un débat, une critique assez fort dans l'espace public. Donc, on peut s'attendre à avoir encore plus d'opposition. Merci infiniment, M. Gonçalves, c'était vraiment intéressant. Et bonne continuation au Brésil. Merci.